Voilà, bonjour, bienvenue pour les leftos, hein, enfin leftos, mais c'est un samedi matin, c'est vrai, pour l'ouverture de ce café des libraires où il va se passer des choses toute la journée jusqu'à 20 heures ce soir. Les plateaux vont se succéder avec différents libraires qui vont venir ici pour animer ces rencontres avec les auteurs de ce Festival America qui fête ses 10 ans et sa 6e édition. Voilà, et je voudrais tout de suite saluer Pascal Thuot, qui est le premier à s'y coller ce matin. Mais enfin, Pascal, il en a déjà fait plusieurs hier. C'est le libraire de 1000 pages à Vincennes. C'est aussi le programmateur de ce Café des libraires avec Francis Geffard. Alors moi, je suis très heureuse, je dois vous le dire, de travailler avec des libraires parce que j'aime beaucoup le regard qu'ils portent sur les livres des auteurs que nous recevons. Et voilà, donc c'est un échange agréable. C'est vrai, j'aime beaucoup. Voilà, donc ce matin, pour ce premier plateau, je vais vous présenter tout le monde. À côté de Pascal Thuot se trouve Daniel Gallara, qui va nous parler d'un livre qui s'appelle Palouche. Je ne sais pas comment on prononce Palouche. Paluche. Palouche. Paru chez Gallimard, c'est Anna Paola Costa qui est à côté de lui et qui va traduire ses propos. À côté de Florence Ludwig, qui est interprète aussi, Philippe Meyer, qui nous parlera de son livre Un arrière-goût de rouille, paru chez De Noël. À côté de moi, Bernardo Carvalho, pour un livre paru chez Métellier et qui s'intitule Ta mère. Et lui, il n'a pas besoin d'interprète parce qu'il parle très bien français. Et puis, à côté de moi, la Vincennoise. On dit Vincennoise. La Vincennoise, Carla Suarez, comme son nom ne l'indique pas, puisqu'elle est ici en résidence pour plusieurs mois. Et je dis la résidente parce que l'autre jour, à l'inauguration du festival, on a donné la parole à Carla, qui a souhaité la bienvenue à tout le public et tout, en disant, comme je suis chez moi, je me permets de vous accueillir. C'était très sympa. Voilà, Carla Suarez, qui va nous parler de son livre La Havane année zéro, donc paru chez Métellier. Voilà, et je salue de nouveau, comme je le fais chaque jour et le plus souvent que je le peux, les interprètes qui, comme vous le savez, sont ici par amour de la littérature et des auteurs, puisqu'elles réalisent ce travail, elles et ils réalisent ce travail bénévolement, et ça, on leur donne un coup de chapeau dès que l'on peut. Voilà, mon cher Pascal, je crois que tu avais envie qu'on commence par la Vincennoise, justement. Oh bah oui, je me dis que c'est quand même une bonne occasion. La Vincennoise. Voilà, on commence en famille. La Vincennoise, qui n'est pas tout à fait une Vincennoise quand même, hein. On va rappeler qu'elle est née à La Havane, voilà, qu'elle est ingénieure en informatique, qu'elle vit actuellement à Lisbonne après avoir vécu à Paris Madrid. Et à Rome. Et à Madrid aussi, non? Ah non, Madrid, non. Et à Rome. Ça va venir. D'ailleurs, dans son livre, elle a un livre qui s'intitule La Voyageuse, où il y a un personnage justement comme ça qui est en train de chercher la ville où elle va vivre. Ça me fait toujours penser à Carla. Voilà. Et elle a écrit Le Tropique des silences, prix du premier roman en Espagne, La Voyageuse. Aussi, tous ces livres ont été traduits en français chez Métellier. Il y en a d'autres, et je ne les ai pas notés comme une idiote. Il y en a d'autres pourtant. Voilà, ils ne sont pas traduits en français. Et donc celui-ci, La Havane année zéro, dont on va parler ce matin. Alors déjà, on peut indiquer qu'il est traduit, et fort bien traduit par François Gaudry. Qui est votre traducteur récurrent. Tropique des silences. Oui, Tropique du silence, qui était votre premier roman, d'ailleurs pour lequel vous étiez venu au festival. Alors qu'en est-il de La Havane année zéro? Déjà, le titre porte en lui un sens profond, puisqu'il se situe dans les années 90, ce roman, plus précisément en 1993, même si les années qui précèdent et les années qui suivent vont avoir une certaine importance dans le livre. Et c'est les années probablement les plus difficiles de Cuba. Ce sont les années qui succèdent à
jusqu'à la chute du mur de Berlin, qui va définitivement isoler Cuba, le couper d'une certaine source financière qui était celui du bloc de l'Est. Et donc Cuba va vivre des années de disette. Donc c'est vrai que quand on a faim, on ne vit pas de la même manière. Et un isolement profond que vont vivre ces personnages. Donc d'abord le personnage principal, Julia, qui est partagé entre 3 hommes qui chacun correspondent finalement à ce qu'elle pourrait cerner comme l'amour qu'elle a des hommes. Il y a d'abord Euclides, qui est un homme vénérable, un grand savant, qui a été professeur d'université. Et puis il y a Andrel, également, qui est une sorte de bel homme très séduisant, un grand séducteur, pour qui elle a une attirance certaine. Et enfin Leonardo, écrivain assez mystérieux finalement, et peut-être habité par une forme de duplicité qui va peser lourd dans ce roman. Et puis ces 4 personnages dont on va suivre les aventures sentimentales, mais également sociales, vont tous les 4 s'intéresser à un drôle d'inventeur qui s'appelle Antonio Meucci, qui est italien, et dont on dit qu'il aurait inventé le téléphone à Cuba bien avant Graham Bell. Cette enquête va servir un peu de ligne de fuite pour ces personnages. Ils vont s'enrouler autour de ces spéculations, de ces hypothèses. Chacun va essayer d'en tirer le meilleur, et ça va être une sorte de jeu de rôle qui va s'installer entre tous ces personnages, fait de mensonges, d'attirance, de sexualité, mais également d'une envie de sortir à tout prix de cette situation qui les écrase et qui les empêche de vivre. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, Carla, c'est quelle est finalement profondément pour vous, est-ce que tous les Cubains ont vécu cette année 0 comme une année de chaos complet et surtout d'interrogation profonde sur la nature de leur société, sur la remise en cause presque de leur individualité? Bon, bonjour d'abord. Oui, je crois que oui, qu'on a vécu tout le monde comme ça, parce qu'en fait, moi j'ai habité à Cuba à cette époque-là. Et l'année 93, c'était, comme les Romains disent, l'année 0, parce que la situation a commencé à changer. L'année 89, on a commencé à descendre jusqu'au point de 93, que le gouvernement a parlé d'option 0. Donc on devait vivre avec presque rien. Très peu d'électricité, très peu de choses à manger, et très peu de transport. Il n'y avait presque pas de transport. C'est pour ça que la couverture, c'est super joli, parce qu'il y a un vélo, que c'était les seuls moyens de transport à l'époque-là. Donc c'était vraiment l'année qu'on a tombé à fond. On a touché le fond, et on se disait, mais on peut aller plus en bas, je ne sais pas. Et pour les gens, c'était vraiment très difficile, parce que là, c'est le moment que la société... C'est ça que je parlais dans les romans. C'est un moment que la société a commencé vraiment à changer. C'était le point qui a fait bon. À partir de ce point, je crois, c'est une théorie à moi, que je crois qu'à partir de cette année, Cuba a commencé à construire une autre société avec les valeurs qui existaient avant, tout changé. Parce que là, moi, j'ai grandi dans les années 80, que c'était un autre pays économiquement était soutenu pour l'Union soviétique et tous les pays ex-communistes. Donc, il avait des rêves, il avait des possibilités de faire des choses, d'étudier, de rêver. Voilà, je vais faire ça, quand je finirai. Je raconte toujours que j'ai commencé l'université en 87 et j'avais beaucoup de rêves. J'ai commencé l'université, l'ingénierie. Tu voulais devenir une grande scientifique? Oui, scientifique. Et là, je voulais, alors, quand j'ai fini l'université, je vais louer un appartement pour vivre tout seul. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand j'ai fini 92, avec mon salaire, je pouvais acheter un paquet de cigarettes. Parce que vraiment, les salaires étaient... Tout c'était vraiment changé. Et tous les valeurs, là, c'était avant... Aller à l'université, c'était bien. Tu vois, tous les parents disaient, bon, mon fils doit aller à l'université, étudier ça, être professionnel. Ça, c'était une grande valeur. Et après, dans les années 90, j'espère que mon fils va travailler dans la pompe de gasoline, hein, comme on dit, pompe à essence. Des gaz, voilà, parce que là, il y a accès à l'argent. Carburant. Ou travailler dans station-service, voilà. Ou travailler dans un restaurant, parce que là, il y a... Donc, il y avait personne qui disait, allez faire professionnel, pour quoi faire? Et tout est changé. Ils sont vraiment, c'était les années... Mais moi, j'écris ces romans maintenant parce que je crois que
à cette époque-là, je ne pouvais pas l'écrire parce que j'étais dedans, les changements, que c'était tous les jours différents et pires que l'autre. Juste un mot, tu as parlé des personnages que l'on va rencontrer, qui sont toujours, il y a toujours des personnages totalement fantasques dans les livres de Carla, et les prénoms aussi, enfin les noms qui ont été choisis, entre autres, bon, on ne va pas revenir peut-être sur les autres, mais celui de Giulia, c'est le nom d'une scientifique française. Oui, parce que là, en fait, pour moi, les noms sont toujours très importants. Quand je commence à écrire un roman, je dois avoir clair les noms de personnages parce que les noms doivent ajouter quelque chose pour moi, au moins. Et alors là, c'est Julia, que c'est la protagoniste, que ce n'est pas son vrai nom, parce qu'elle commence à raconter l'histoire. Elle dit, bon, je ne vais pas dire les noms des gens, des vrais gens, parce que je ne vais pas avoir de problèmes. Alors, je vais inventer des noms. Et pour commencer, comme elle est mathématicienne, elle dit, voilà, mon nom, c'est Julia, parce que c'était un mathématicien. Il était en train d'étudier les fractales, les choses mathématiques. Et donc, il choisit ça. Aussi, son prof, il dit, bon, on va l'appeler Euclides, comme Euclides, les mathématiciens. Et l'autre est Angèle, parce qu'elle était tellement jolie, tellement comme ça qu'il était un ange, voilà. Et l'autre est Leonardo. Leonardo, parce qui que n'est pas Leonardo Padura. Non, mais rien du tout. Parce que celle-là, c'est drôle, parce que les personnages, elle est mathématicienne, donc toutes ses références sont scientifiques, mathématiques et tout, rien littéraire comme ça. Et pour elle, quand elle connaît les personnages et l'écrivain, elle dit, voilà, c'est l'artiste, alors c'est Leonardo da Vinci. C'est son nom, c'est Leonardo. Et à un moment donné, quand j'étais en train d'écrire le roman, moi, je suis, oh, mais attends, mais alors, j'ai pensé à Leonardo Padura, parce que mais pour moi, Padura, c'est pas Leonardo. Donc, je ne pense pas à Padura comme Leonardo. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, alors les gens vont penser, parce que c'est l'écrivain, vont penser ça. Et alors les personnages, je l'ai dit, les gens vont penser que c'est Leonardo Padura, mais c'est rien à voir, hein, c'est un personnage. Alors on parlait de vélo tout à l'heure, c'est vrai qu'à Cuba c'est un pays paradoxal hein, puisqu'on peut être extrêmement pauvre mais en même temps extrêmement cultivé, c'est un pays de haute culture, tout le monde bénéficie d'une éducation formidable qui permet à tout un chacun finalement d'avoir accès à la littérature et de posséder un savoir qui n'est finalement pas si courant même dans les sociétés occidentales qu'on imagine beaucoup plus développées, beaucoup plus attentives au niveau d'éducation de ces populations. Or à Cuba il y a comme un décalage, une asymétrie entre ce très haut niveau de culture avec des professeurs d'une intelligence rare qui se déplacent à vélo sur un fameux vélo chinois, qui est peut-être celui d'ailleurs de la couverture, et puis finalement un état de dénuement matériel qui les pousse à la survie. Et cette survie conduit à des comportements qui sont parfois assez problématiques. Et notamment, les amis ne sont finalement pas toujours des amis lorsqu'il y a un enjeu particulier. Et cet enjeu dans le roman est de découvrir ce fameux document qui attesterait que Antonio Meucci a bel et bien inventé le téléphone avant Graham Bell, et ce qui pourrait valoir quand même une somme assez rondelette, Carla Suarez. Mais là, c'est l'histoire du document. Ça, c'est une vraie histoire. C'est une histoire que j'ai appris quand j'étais à l'université, quand j'étudiais ingénierie électronique. Et j'ai lu les romans commencent avec un article que l'héroïne parle d'un article qui est sorti sur le journal. Et cet article existe vraiment, je l'ai lu à l'époque là, et qui disait, voilà, les téléphones s'inventaient à Cuba. Et là, j'ai tombé, voilà, ça c'est intéressant, comme ça. Donc c'est une histoire que j'ai suivie toujours. Et finalement, je me suis dit un jour, j'ai habité en Italie, l'année 2002, quand est sorti dans tous les journaux l'histoire que finalement Antonio Meucci était reconnu officiellement aux États-Unis comme l'inventeur du téléphone. Et là, je me suis dit, je dois écrire un jour quelque chose sur cette histoire-là. Et voilà, je ne savais pas quoi écrire. Et un jour, m'est sorti ce roman. Donc, j'ai profité pour utiliser la figure d'Antonio Meucci, que c'est un Italien aussi très, très bien. C'est un inventeur, c'est un génie, c'est quelqu'un qui avait vraiment a fait beaucoup de choses, mais il était en situation économique très difficile, il n'avait pas de l'argent, donc sa vie, c'était toujours tout raté, il y avait toujours des problèmes de santé, de ça, la maison, ça. Donc, c'était vraiment un personnage très bien pour parler de mes personnages à Cuba dans cette année, qui sont des gens justement très bien préparés, mais sont tous frustrés parce qu'ils ne peuvent pas développer son profession et ils n'ont pas d'argent. Et l'argent devient, comme est devenu à Cuba, dans le 93, l'argent est devenu la première chose, la première valeur.
Et voilà, donc le personnage d'Antonio Meucci, c'était parfait pour parler de la Cuba des années 90. En fait, c'est comme une chasse au trésor. Hein. Tout le Oui, monde oui. tous les personnages se précipitent pour essayer de trouver ces fameux documents. On ne va pas vous raconter s'ils les trouvent. Hein. Oui, Vous c'est verrez. drôle, c'est touchant, c'est en même temps extrêmement vivant. Et je voulais juste terminer avec vous sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui surgit, qui est un personnage assez complexe et très intéressant, qui s'appelle Barbara. Donc je dirais pas plus. Mais par contre, Barbara est le reflet d'un autre Cuba, d'une autre Havane. C'est-à-dire, il y a la Havane des Cubains, une Havane difficile à vivre. Et puis elle, finalement, elle est là, elle pédale sur son vélo, l'esprit léger, elle trouve tout très beau, très chouette. Mais finalement, ça n'est pas la réalité. Mais ce personnage est très intéressant parce que c'est lui, finalement, qui servira presque de fil conducteur à la fin du livre. On ne vous dira pas ce qui se passe parce qu'il faut vraiment le découvrir. C'est un roman pétillant, voilà, comme vous l'êtes, Carla. Merci. Et Carla qui va remonter sur son vélo parce que depuis qu'elle habite Vincennes, elle ne se promène plus qu'en vélo. Vous la rencontrerez peut-être dans les rues. Voilà. Alors nous allons enchaîner avec le livre de Philippe Meyer, Un arrière-goût de rouille, qui a été traduit par Sarah Gursel et qui est paru chez De Noël. Philippe Meyer est originaire de Baltimore. Il a quitté l'école très tôt. Il a fait pas mal de boulot, je crois, des années de volontariat. Il a repris des études universitaires ensuite. Et puis, il a travaillé un temps dans la finance avant de se consacrer à cette passion qui est l'écriture. Et alors, Un arrière-goût de rouille est son premier roman. Et je dois dire que c'est un... C'est un coup de poing. Ah oui, c'est un coup de dans poing l'estomac. Ah oui, absolument. Et je te laisse le présenter. Alors c'est vrai que ça a été, c'est l'une des nombreuses révélations de ce festival. C'est un premier roman, comme finalement on en lit assez peu, d'une richesse narrative exemplaire. C'est un livre qui nous accroche dès le départ. C'est un livre sombre et en même temps qui parle de l'humanité qui essaye de quitter ce point d'équilibre extrêmement dangereux où on risque de basculer dans quelque chose qui évidemment conduira chacun des personnages dans les couloirs les plus sombres de l'existence. Alors, que se passe-t-il exactement? On est dans une région qui a subi de plein fouet la crise économique depuis le milieu des années 90. Les aciéries ont été fermées les unes après les autres. L'industrie automobile étant en crise, la fonte de l'acier devient inutile. Et donc, des vallées entières se sont retrouvées dans une situation économique absolument terrible. On va suivre quelques personnages. Les deux premiers sont Isaac et son ami Billy Poe. Et tout commence au moment où Isaac décide de changer de vie. Il s'occupe de son père qui est devenu grabataire, alors qu'il est brillant. Il avait devant lui un avenir absolument formidable. C'est un enfant extrêmement intelligent, doté d'un physique plutôt gringalet. Sa sœur, elle, a réussi à quitter. Elle a intégré une grande université et puis elle s'est mariée. On va découvrir plus tard que sa vie n'est pas aussi belle qu'elle semble être. Et Isaac décide de partir un soir à pied. Mais finalement, il n'a pas envie de partir seul. Il a envie d'emmener avec lui son camarade Billy Poe, qui est un garçon qui aurait pu lui aussi avoir un bel avenir de footballeur, mais qui finalement n'a pas pu quitter cette fameuse vallée où il se sent si bien, mais en même temps qu'elle reflet de toutes ses frustrations. Et puis, ils vont malheureusement, alors qu'ils veulent bivouaquer dans une usine abandonnée, faire une très mauvaise rencontre. La première question que j'ai envie de vous poser, Philippe Meyer, le livre bascule extraordinairement vite. Au bout de quelques pages, on se retrouve quelque part pris dans un suspense absolument haletant et après on va voir évoluer ces histoires selon les différents points de vue. La police, Harris, la mère de Billy Poe, Grace, la sœur d'Isaac, Dee, qui elle aussi est aux prises avec beaucoup de confusion. Isaac, bien sûr. Et Isaac, Billy évidemment, qui va promener avec lui une culpabilité profonde. Comment vous est venue l'idée de cet accident immédiat, de cette scène saisissante entre des vagabonds et des gens qui tentent de fuir une vie devenue trop difficile? It's a good question. So I grew up in Baltimore. It was a former textile mill neighborhood. So they made clothing and things like that. Then those industries closed down in the 1960s.
We lived there in this neighborhood about 10 years later. And Baltimore also had a lot of steel, heavy industry that by the 1970s, when I was a young child, had begun to shut down. And so Isaac, short. Donc j'apprécie beaucoup votre question. J'ai grandi moi-même à Baltimore, qui est une ancienne région du textile, avec beaucoup d'industries du textile qui ont commencé à fermer dans les années 60. Et c'était également une région de l'industrie lourde et de l'acier qui, donc pour cette industrie-là, a commencé à fermer dans les années 70 lorsque j'étais jeune. And so my parents were both artists, and we lived in this very poor neighborhood because they were poor artists. Everyone else in the neighborhood, there are people going to jail all the time. There are many people who'd worked in these steel mills and shipyards and auto factories who had lost their jobs. And stop. Mes parents étaient des artistes pauvres, donc nous vivions dans un quartier assez pauvre où les gens, nos voisins, allaient régulièrement en prison ou travaillaient dans des usines de métallurgie ou dans des chantiers navals ou dans l'industrie automobile, donc des vies assez dures. And so the two inside the house, I was one person, which is my parents listened to classical music and there were many books in the house. But outside the house, those things were not approved of. You had to fight all the time. And so the two characters in this book, Isaac and Billy, they're sort of the two sides of my childhood. Isaac is the sort of bookish intellectual, which is the person I was in my parents' house. And Billy, who's more violent, more comfortable being physical, is the person that I had to be outside on the street. Donc j'étais deux personnes en réalité. J'étais une personne lorsque j'étais chez moi dans la maison parce que mes parents écoutaient de la musique classique, lisaient des livres, etc. Et à l'extérieur, je ne pouvais pas être cette personne-là parce que ça n'était pas vraiment accepté. Il fallait se battre et être un dur. Et donc mes deux personnages représentent ces deux aspects de ma vie lorsque j'étais jeune. Isaac qui est beaucoup plus intellectuel et Billy qui est beaucoup plus violent et dur. Alors pourtant, tout n'est pas si désespéré que ça. C'est vrai qu'il y a un contexte extrêmement anxiogène, notamment qui est lié à la perte du travail, qui constitue le point mort d'une vie. C'est-à-dire quand tout le monde perd son boulot, comment vivre en société, comment avoir des relations amoureuses et familiales normales lorsqu'on n'a plus de travail et lorsque finalement socialement on n'existe plus. Cependant, cette vallée a une identité propre. L'identité de cette vallée, vous le dites à certains moments, c'est que finalement tout le monde est resté relativement insoumis. C'est comme un endroit où la loi est relative. Il y a un choc entre ces habitants de la vallée qui ont tout donné pour ces aciéries, qui se sont totalement investis dans ce travail, qui le perdent à un moment donné, mais qui ne perdent pas cette petite flamme à l'intérieur d'eux, qui est leur propre identité, l'amour qu'ils portent à cette vallée et l'esprit même qu'ils ont généré à force de combats sociaux et en même temps d'amour profond pour la nature qui entoure cette industrie qui va être bientôt mangée par la nature qui va reprendre ses droits. J'ai senti dans votre livre que la noirceur était toujours contrebalancée par la force de la volonté, cette énergie presque du dernier espoir qui consiste à essayer de faire ployer le destin. Est-ce que ça vous semble l'une des lignes directrices de votre livre, ce combat contre l'existence qui vous fait des sales coups? Yes, maybe in a complicated way also. I think there's a theme in American literature, in social novels like Steinbeck, in which there's a belief in the nobility of the suffering poor, which I don't agree with. It was very important to me to be very realistic with this book. And so I wanted to show what it is like, especially for the first generation, people essentially of my age, to grow up with no prospects and no hope in these sort of abandoned industrial areas. And on one hand, people have lost hope.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. En fait, il y a un thème récurrent dans la littérature américaine, avec Steinbeck par exemple, et les luttes sociales. Les auteurs qui parlent des luttes sociales, des pauvres qui ont une vie de lutte. Mais en fait, avec ce thème avec lequel je ne suis pas d'accord, j'ai voulu être réaliste. Dans mon roman, j'ai voulu parler de ma génération qui n'avait plus d'espoir, plus d'avenir quelque part. So, yeah, it was very important to me to be realistic about exactly how people behave in these situations. And most of these people have lost hope. The idea of the American dream, that you can invent yourself, that you can be whoever you want to be. These people have lost their grasp on that. On the other hand, what I found to be true of all people, no matter what the situation, is that we tend to look for beauty wherever we can find it. So if you're in a prison, even you look for something small and beautiful. And certainly in this area, this is a large industrial area in a very rural part of Pennsylvania. It was very, very dirty for about 100 years. It was so dirty from the steel mills that you had to use your headlights during the day because it was so sooty. Donc en effet, je parle de ce rêve américain qui est brisé, pour lequel les gens en fait n'ont plus d'espoir, qui ne veut plus rien dire. Ce rêve américain, on pouvait se réinventer, être qui on voulait être. Mais d'un autre côté, malgré ce désespoir, il me semble que les êtres humains cherchent la beauté partout. Même lorsqu'on est en prison, on cherche où est la beauté. Et donc, dans mon roman, je parle de cette région très rurale de la Pennsylvanie qui, pendant des dizaines d'années, était un endroit vraiment très sale. Il fallait utiliser les phares des voitures tellement il y avait de poussière à cause de l'industrie de l'acier dans l'air. So, on one hand, this area for 100 years was very prosperous, very middle class. It was very typical for a person to come off. They would land. The immigrants would land in New York City. The trains would take them directly across the state into Pennsylvania. People would not speak any English, and they would learn. If you worked very hard, you actually could, invent a life for yourself. And so that had been lost by about 1980. But what happened when the mills shut down is, on one hand, there was a massive loss economically. But the air became clean again, the water became somewhat cleaner, and nature began to, as nature does, take over these old abandoned buildings. So this area is stunningly beautiful. I mean, it's a beautiful river, beautiful rolling hills. And the people who've remained, many of them went back almost to a hunter-gatherer lifestyle. They still live in houses, but illegally poaching, hunting deer, that gives many families most of the meat they'll eat during the year. Fishing out of this river gives them another major source, illegally of course, of food. Donc, en effet, pendant une centaine d'années, c'était une région prospère où il y avait même un système où les gens débarquaient directement à New York, prenaient le train qui les emmenait directement en Pennsylvanie. Là, ils ne parlaient pas anglais, mais on leur apprenait l'anglais assez rapidement pour qu'ils puissent directement intégrer l'industrie de l'acier. Et la contrepartie de ça, c'était cette région qui était très, très sale. Tout ça, ça s'est terminé dans les années 80. Donc, d'un côté, il y a eu une grosse perte économique, mais d'un autre côté, l'air, le sol, la nature a repris ses droits et s'est purifiée. Et donc, la nature, par exemple, a reconquéri de vieux bâtiments délabrés, etc. Et c'est redevenu une région magnifique avec des collines verdoyantes, une rivière propre. Et les gens sont aussi sont retournés un peu vers la nature en reprenant un mode de vie qui s'apparente aux chasseurs-cueilleurs, en chassant par exemple le cerf, en pêchant dans les rivières, tout ça de façon illégale bien sûr. Good. So finally, I wanted to show that on one hand, people have lost this hope of having of good American life, but they have not stopped being happy when they can be happy, and they have not stopped looking for beauty wherever they can find it. Donc je voulais montrer que d'un côté, oui, les gens ont perdu l'espoir de ce rêve américain, mais que d'un autre côté, ils n'ont pas, ça n'est pas la fin du bonheur ou de la recherche de la beauté. Lorsqu'on peut la trouver, on peut toujours la trouver.
Et puis il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que les personnages sont très attachants, même s'ils ont commis quelque chose de grave, on s'y attache. Il y a des relations intéressantes aussi entre Les personnages féminins aussi sont, le shérif, la sont mère, magnifiques. voilà. Et l'écriture de ce livre hein, Très est belle vraiment écriture. quelque chose qui vous attrape et ne vous lâche plus. Donc c'est un gros livre qui dégage vraiment une atmosphère unique. Et je crois que c'est vraiment l'un des grands coups de cœur que moi j'ai eu pendant mes longues heures de lecture pour le festival. Voilà, un très beau livre. Voilà, Philippe Meyer, Un arrière-goût de rouille, paru chez De Noël. Alors, on va enchaîner avec Bernardo Carvalho. Ça nous fait un petit peu entre interprètes et ça vous fait souffler un petit peu les interprètes. Bernardo Carvalho, qui est né à Rio de Janeiro, qui est romancier, journaliste, traducteur. Vous vivez à Sao Paulo ? Oui. Voilà, mais vous avez été correspondant de journaux à Paris aussi. C'est pour ça que vous parlez si bien français d'ailleurs. Oui, je sais pas. Oui. Et à New York. Vous êtes l'auteur de romans traduits dans plusieurs pays. Et je rappelle que Mongolia a reçu en 2003 le prix du meilleur roman au Brésil. Et là, on va parler d'un très beau livre aussi, très émouvant et très surprenant, je trouve aussi, parce qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire, mais ça, je pense que Pascal le dira. Un livre qui s'intitule Ta mère, paru aux éditions Métellier, qui a été traduit par Geneviève Lebridge, et dont la couverture aussi est très belle. Et Très quand je dis qu'il y a expressif. des histoires les unes dans les autres, c'est un petit peu comme les poupées russes, quoi. C'est un peu comme les poupées russes. Alors déjà, c'est vrai que sous la plume d'un auteur brésilien, de se retrouver sous d'autres latitudes, on était à Cuba, on était dans la région de Pittsburgh, et maintenant nous voilà entre Saint-Pétersbourg et Grozny, en Tchétchénie, à une époque charnière, terrible, également, qui va servir un peu de cœur palpitant du roman, qui est celui de la deuxième guerre de Tchétchénie, hein, dont on connaît, dont on se souvient malheureusement de l'extrême sauvagerie de la répression et comment cette région a été finalement totalement soumise, presque mise à genoux par des forces militaires hors de proportion. Et puis on sera aussi un petit peu dans le bassin amazonien. Et on va découvrir là un livre qui possède le souffle d'une saga, mais qui est presque le contraire finalement, puisqu'on va assister au cours de chapitres très courts et très resserrés à des épisodes presque compressés de la vie des personnages. Alors plusieurs personnages qui chacun vont correspondre à un élan pour la vie, et je dirais que quelque part, ce qui fait le lien entre tous, c'est comme un grand cordon ombilical qui les relierait tous, qui est celui de la relation qu'ils ont avec leur mère et que la mère vont avoir avec leur fils, chacune pour des raisons différentes. Donc on imagine bien que dans un contexte de guerre, il y a des relations qui vont devenir particulièrement importantes et essentielles entre les mères et leurs fils. Et donc on va se retrouver avec des personnages qui vont sans cesse être en équilibre tout le temps, qui vont toujours rechercher encore une fois ce point d'équilibre entre le désespoir et l'espoir qui renaît. On est là entre tout ce qui va faire sens dans la fidélité familiale et en même temps dans ce climat d'explosion sociale et de soumission finalement au coût de l'histoire sur les uns et sur les autres. On va découvrir ces personnages, on va en citer quelques-uns. Zainab, la mère courage, la mère tchétchène, qui a déjà un passé familial extrêmement lourd et qu'il faut digérer. On pense aussi à Andrei, le conducteur de Brinks, enfin j'ai plus le mot, convoyeur d'argent, qui lui aussi tente d'échapper à la guerre et qui a une sorte de sursaut sensible qui lui permettent un peu de mettre sous couvert ses angoisses. Et enfin, deux personnages qui sont redondants et finalement qui donnent peut-être aussi une partie de leur musicalité au texte, deux grands poètes, Anna Akhmatova et Ossip Mandelstam, qui servent aussi là de musique de fond et de reflet. Alors déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est finalement pourquoi Bernardo Carvalho avoir situé ce roman universel dans un endroit aussi éloigné de votre périmètre naturel ? C'est pour des raisons très simples, très pratiques. C'est que ces romans, il est issu d'une commande. C'était un producteur de cinéma brésilien qui a décidé de créer un projet dont a fait partie aussi Daniel Galler et d'envoyer des écrivains brésiliens, 17, si je ne me trompe pas, dans des villes du monde pour écrire des histoires d'amour. Et il fallait
y passer un mois et écrire une histoire d'amour qui aurait lieu dans cette ville-là. Et on n'avait pas de choix. Je ne sais pas pour lui, pour moi, au moins, je n'avais pas de choix. Il est allé à Buenos Aires. Et moi, on m'a proposé d'aller à Saint-Pétersbourg. J'avais aucun rapport avec la Russie. Je parle pas russe. J'adore la littérature russe et tout ça, la musique, les arts et tout ça, mais j'ai aucun rapport. Et je suis allé comme ça. Il fallait y rester un mois. La seule chose que j'ai fait, c'est comme pour lui, pour le producteur, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir les droits pour le cinéma après. Alors, il payait tout, absolument tout. C'était très bien payé. Mais après, il gardait les droits pour le cinéma. C'est pas très bien passé pour vous. Oui. Et comme ça, j'avais des exigences parce que comme j'avais pas de choix, il fallait y aller. Je me suis dit au moins, et je peux dire où je veux habiter et combien je veux avoir et tout ça. Et à cause de la littérature russe, je savais déjà que je voulais habiter à Perspective Nevsky, que c'est la rue la plus importante peut-être de la littérature russe. Et alors, il m'a trouvé un appartement là-bas et tout ça. Mais ça s'est très mal passé dès le début parce que j'étais tout seul, je ne parle pas russe et tout ça. Et j'ai été attaqué la 3e journée là-bas. Et avec bagarre avec les voleurs et tout ça, il y en avait 3. Et avec mon ordinateur dans leurs mains et moi qui me bagarrais avec eux pour récupérer mon ordinateur et tout ça. Et à partir de ce moment, je suis tombé dans un état de panique absolue et j'avais un mois devant moi et il fallait rester là-bas et écrire un livre quand même. Histoire d'amour en plus. Oui, une histoire d'amour. Ceci dit, dès le début, je voulais éviter à Saint-Pétersbourg des clichés romantiques que je pourrais avoir parce que c'est un décor un peu romantique, bien qu'il y a Dostoïevski, c'est très noir, cette ville est vraiment très noire, mais il a quand même cette idée que c'est romantique, c'est beau et tout ça, et je voulais éviter tout ça. Et je voulais aussi éviter la littérature, je voulais traiter des personnages qui ne lisaient pas, des personnages qui étaient ignorants en termes de littérature. Et bien, bon, moi j'ai été attaqué la 3e journée et ça m'a tellement marqué que j'ai fait tout, j'ai fait la recherche pendant un mois, mais toujours en état de peur absolue, oui. Et ça m'a mis dans la peau des personnages et j'ai décidé, j'ai vu cette ville par le biais, par le point de vue de la peur. Et je n'arrivais plus à ne pas voir la peur partout et à éprouver la peur où j'allais. Et j'ai, par exemple, j'ai créé des personnages qui étaient dans la vulnérabilité absolue. Et oui, c'est ça. Je sais. Le Tchétchène, l'un des 2 personnages principaux, on peut dire, enfin il y a le jeune Tchétchène et puis il y a le jeune militaire déserteur aussi, voilà, qu'on va retrouver. Mais, alors, est-ce que c'est finalement presque inconscient de s'être rapproché de cette thématique de la mer? C'est vrai que quand on a peur, on se tourne très souvent vers au moins l'image d'une mer. Oui. Il faut dire que les mères là, elles sont pas très gentilles et elles sont courageuses. Parfois, elles sont assez lâches. Et parfois aussi lâches. Et je sais pas. Avant de partir, comme je voulais pas écrire sur la littérature russe, je voulais pas tomber dans un roman de référence, de citations et tout ça. Je n'ai lu que des livres de reportages, des livres sur l'histoire russe récente. Et j'ai commencé à lire les livres d'Anna Politkovskaya, qui a été assassinée un an avant mon arrivée à Saint-Pétersbourg. Et c'est là que j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait, le comité des mères de soldats. Et j'ai été fasciné par ça, par l'idée des mères qui s'organisaient pour sauver leurs enfants et les enfants des autres. Parce que l'armée russe, après la chute du communisme, est tombée aussi dans un état déplorable. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien, et c'était vraiment une ruine. Et c'était à l'intérieur de l'armée, ça s'est devenu encore plus violent qu'avant.
Et il avait, comment on dit, du bisoutage, on dit en français. Il avait du bisoutage tellement violent qu'il avait des soldats, des conscrits qui mouraient torturés de façon épouvantable. Et aussi avec la première guerre de Tchétchénie, ils ont été des garçons, des gamins, étaient envoyés pour lutter dans une guerre de milices sans aucune préparation, enfin, sans savoir comment y être. C'était presque un suicide. Et ces mères-là, elles se sont organisées pour sauver ces enfants de cette folie de l'armée russe. Et alors, j'étais fasciné par cette idée. En même temps, j'avais, en pensant à la guerre, aux mères et tout ça, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bizarre dans cet amour-là, qui est considéré un amour absolu, pur et tout ça. C'est qu'il est à l'origine des guerres en même temps, parce que c'est quand on aime un fils plus que tout dans le monde et qu'on est prêt à le défendre contre tout, contre n'importe quoi et n'importe qui, qu'on commence à créer des différences qui permettent que les guerres s'installent. C'est de là qui viennent les clans, les nations, les familles et tout ça. Vous mettez beaucoup de choses sur le dos des mères quand même. Hein? Comment ? Vous mettez beaucoup de choses sur le dos des mères. Oui, non, mais parce qu'on n'y met jamais, c'est ça qui est c'est curieux, mais Brecht a déjà écrit sur une mère qui était quand même bizarre, Mère Courage, elle était assez bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les mères, cet amour-là, cet amour du clan, de la patrie, de la famille. C'est un peu irrationnel. Oui, et ça permet quand même qu'on crée des différences qui nous disent bon, les nôtres sont mieux que les autres. Et c'est de là qui viennent les guerres aussi. Alors c'est une contradiction, on dit c'est pur, c'est l'amour et tout ça, mais cet amour, il est mêlé d'un sentiment qui est derrière les choses les pires, quoi. Et je voulais vous faire goûter, en conclusion, à la prose de Bernardo Cavallo, qui a quand même réussi à saisir quelque chose de l'âme russe, je trouve. Il rêve de sa mère. Elle arrive à la maison avec une jupe pleine de pommes de terre et les mains couvertes de terre. Elle est épuisée. Elle laisse les pommes de terre tomber sur le sol et s'évanouit sur son lit. Et lui, petit garçon, bien que mourant de faim, oublie les pommes de terre, s'assoit à côté de sa mère et lave ses mains crasseuses. Il lui frotte longuement les mains, mais la terre est incrustée sous ses ongles et dans les sillons de sa peau calleuse. Impossible de lui nettoyer les mains et il se réveille en pleurant. Et ça, c'est Nikolai qui parle. C'est une très belle, deux très belles histoires à l'intérieur de cette histoire. Et l'histoire d'amour, en plus, vous avez choisi de la faire vivre entre deux hommes. Et ça aussi, c'était assez surprenant dans l'histoire. Oui, je sais pas ça. Parce que venant en plus d'horizons oui, différents. dès le début, je voulais faire ça parce qu'il y aurait 17 histoires d'amour. Et je me suis dit, je vais faire entre deux garçons. Et j'avais pensé, un des garçons, il faut qu'il soit un des soldats, un conscrit, qui ait un rapport pas juste avec sa mère, mais avec ces mères-là du comité des mères de soldats. Et il me fallait, comme je connais rien de la Russie, j'étais pas à l'aise en parlant de la vie quotidienne russe. Je voulais un point de vue étranger de quelqu'un qui était du dehors. Et c'est comme ça que finalement, j'avais pensé à plusieurs possibilités, à plusieurs personnages, des nationalités qui avaient eu des rapports avec l'Union soviétique, des Mongols, des Vietnamiens et tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte que quand même la nationalité qui faisait problème à ce moment-là, c'était les Tchétchènes, parce que vraiment, c'était le paria absolu de la Russie, c'est l'homme du Caucase. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est par là, c'est par ce regard étranger que je vais entrer dans l'histoire. Et il y a un garçon qui est un Tchétchène, qui est en fuite et qui est illégal en Russie et qui cherche sa mère qui est russe quand même. Voilà, il y a aussi des scènes de tabassage. Vous aurez bien compris maintenant que c'est une scène certainement inspirée du vécu
de Bernardo Carvalho, puisqu'il nous a dit que ça lui était arrivé là-bas. Voilà, nous allons enchaîner avec le livre de Daniel Galera. Oui, alors ça aussi, c'est voilà, l'une des Daniel révélations Galera. pour moi, et puis je pense pour beaucoup d'autres. Né à Sao Paulo. Ouais. Vous vivez à Porto Alegre? Vous vivez à Porto Alegre? Porto Alegre. Oui. Vous êtes l'auteur de 3 romans. Vous avez traduit aussi des auteurs anglais et nord-américains. Palouche a été salué comme une révélation par la presse brésilienne. Vous avez fondé aussi une maison d'édition qui existe toujours? Oui, Livros do Mal. La maison d'édition que Daniel a créée s'appelle Les Livres du Mal. Oui. Après, Georges Bataille, Literatura e o Mal. La littérature et le mal. Il s'est inspiré du livre La littérature et le mal de Georges Bataille. Voilà. Et donc son livre a été traduit par Marivonne Lapouge Petorelli et nous allons tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Alors c'est un livre. Alors Paluche est le surnom d'Hermano. Alors Hermano, on le découvre à un moment de sa vie où tout lui semble avoir réussi. Il est devenu chirurgien plastique, il a fait de très belles études, il est passionné de sport extrême, d'alpinisme, de trek un peu chaud. Et puis il a rendez-vous avec son meilleur ami qui s'appelle Renan, pour faire une belle séance d'escalade. Et pendant ce voyage qu'il conduit en voiture, en fait, va remonter à la surface, alors qu'il fait un petit crochet par le quartier de son enfance, va remonter à la surface une histoire finalement qu'il n'a jamais subi à digérer et dont il veut à tout prix finalement inverser la finalité. Alors, les surnoms ont beaucoup d'importance dans ce livre, puisqu'on va découvrir ce qui était sa bande d'amis lorsqu'il était adolescent. Et ils portent tous des noms extrêmement exotiques. Négochrome, Paillasse, l'Uruguayen, Bolito, et puis Bonobo. Bonobo qui va être au cœur de cette histoire, qui est un enfant, un jeune violent, qui vient d'un milieu plutôt déshérité, complexe, qui est célèbre pour sa brutalité envers les autres, mais finalement qui cache aussi un autre visage. Les deux personnages, Paluche et Bonobo, vont finalement devenir amis après une scène d'antagonisme. Et le cœur de cette histoire, ça va être finalement comment réussit-on à laver son propre honneur lorsqu'on a raté l'épisode qui devait... on a raté quelque chose dans l'épisode essentiel de sa vie. Donc tout est situé pendant un voyage en voiture, c'est très minuté, et en fait on voit remonter une vie dans une langue extrêmement pure, extrêmement précise, qui nous, en tout cas lorsqu'on est un homme, fait remonter beaucoup de choses, je trouve. Alors moi déjà, je voulais vous poser la question, Daniel Galera, pourquoi tous ces noms très... Dans des noms comme pour Carla. Ouais. Est-ce que chaque personnage porte en lui un autre nom que le sien? Bonjour. Obrigado pela presença de vocês. Prazer estar aqui. E desculpas por não falar francês. Merci pour votre présence. C'est un plaisir d'être parmi vous et je suis désolée, mais je ne parle pas français. Mãos de Cavalo, Paluche, é um romance que não é exatamente autobiográfico, porque a história, né, o enredo, digamos assim, os acontecimentos são todos fictícios, mas é um livro, ao mesmo tempo, muito baseado no cenário em que eu cresci, na minha juventude. Paluche, qui s'appelle en réalité en portugais, c'est Main de cheval, est un livre qui n'est pas autobiographique, mais qui est quand même très inspiré de ce que Daniel a vécu, du milieu où il vivait. O cenário do livro, as ruas, o bairro onde acontece, é realmente o cenário onde eu cresci. Foi um esforço de recuperar, por meio da memória, cada pequeno detalhe do bairro de Porto Alegre onde eu cresci. Donc le roman, il se situe exactement où il a vécu à Porto Alegre. Il a fait un grand effort de mémoire pour retrouver chaque détail de chaque rue, de chaque quartier. Chaque petit détail, il y est arrivé à le reproduire dans le livre. Muitos personagens do livro, principalmente os secundários, né, são inspirados em amigos meus dessa época e às vezes pessoas que eram, por exemplo, amigos do meu irmão
que eu conhecia pouco, ou mesmo pessoas do meu bairro que eu não conhecia pessoalmente, mas cujas histórias, ou enfim, algo sobre eles eu sabia. Les personnages du livre, surtout les personnages secondaires, sont souvent inspirés de ses amis de l'époque, des amis de son frère, des gens qu'il ne connaissait pas directement, mais qu'il connaissait quand même. Tinha fenômeno curioso no bairro onde eu cresci, que todos os meninos tinham apelidos, todos, sem exceção, e eram apelidos sempre muito estranhos, enquanto as meninas, nenhuma tinha jamais um nickname, eram todas conhecidas pelo nome próprio. Dans le quartier où il vivait, il y avait une particularité, c'est que tous les garçons avaient un surnom très spécifique, même plusieurs surnoms, et les filles avaient que leur propre nom, jamais de surnom pour les filles. Portanto, na verdade, 90% dos apelidos, nicknames que estão no livro são verdadeiros, existiam mesmo, eu não inventei quase nenhum. Il a inventé presque aucun des surnoms qui sont dans le livre. Ils existaient vraiment. J'ai juste envie de poser une question, Pascal. Tu m'excuses parce Bien que sûr, vraiment, tu es- elle me turlupine depuis que j'ai commencé à ici lire chez le toi. livre. Et c'est à propos du premier chapitre, du tout premier chapitre qui s'intitule Le cycliste urbain. C'est une scène absolument hallucinante. Et je me dis que pour décrire aussi bien cet exploit, cet exploit qui va peut-être mal se terminer, mais cette façon de prendre des risques absolument ahurissants sur un vélo, ces risques que va prendre le cycliste urbain, c'est pas possible. Vous l'avez fait vous-même pour pouvoir le décrire aussi bien. Eu acho que dos temas principais do livro é a experiência que a gente tem de ver a nossa própria vida de fora. Tanto que a epígrafe do livro é uma frase do ator americano Nicolas Cage, em que ele se imaginava indo para o colégio com uma grua de cinema filmando ele quando ele era bem pequeno. Daniel, il dit que il a toujours, il trouve que c'est. Eu perdi o meu início. Okay. Il dit que l'expérience de pouvoir observer sa propre vie de l'extérieur, c'est quelque chose que pour lui a un intérêt particulier. Et l'épigraphe du livre, justement, c'est Nicolas Cage qui la donne. Et Nicolas Cage imaginait, quand il partait à l'école, il imaginait une grue de cinéma qu'il filmait de l'extérieur. Donc il se voyait être filmé. Et c'est cet épisode par où démarre le roman, c'est comme si Daniel se voyait lui-même dans le... Não eu mesmo, mas o O personagem. personnage. Pas lui-même, mais le personnage. Mas eu acredito que isso é um fenômeno bem importante da vida moderna. As pessoas, pelas características sociais hoje em dia, têm essa obsessão em o tempo inteiro, enquanto estão vivendo as experiências reais, imaginar como elas estão sendo vistas pelas outras pessoas, ou como se houvesse uma câmera em algum lugar o tempo todo nos filmando. Il pense que c'est un phénomène du monde moderne, c'est qu'aujourd'hui, les gens vivent, mais ont aussi envie de voir comment ça, qu'est-ce que ça donne, la façon dont ils vivent, comme s'il y avait en permanence une caméra qui est en train de filmer, d'enregistrer ce qu'on fait et de montrer aux autres. Então, no capítulo de abertura do romance, eu queria introduzir esse tema, e eu faço isso criando essa cena do personagem principal, o Hermano, quando tem 10 anos de idade. Ele está andando de bicicleta como uma criança normal, mas o capítulo narra toda a historinha, a história que ele está criando na imaginação dele, como se ele fosse um herói das histórias de quadrinhos ou do cinema, sendo observado o tempo inteiro. Le premier chapitre commence avec l'histoire du personnage principal. Quand il a 10 ans, le personnage s'appelle Herman et fait un parcours à vélo. Et il voulait introduire cette thématique de l'observation, d'être observé tout le temps. Et donc il y a donc Herman qui fait un trajet à vélo, qui est raconté et observé en permanence par quelqu'un. E eu acho que por todo o resto do romance esse tema vai voltando. Existem vários momentos da vida do Hermano, adolescente e adulto, em que no momento que ele está vivendo uma experiência, ele não consegue viver a experiência completamente, porque, né, sem ser pela própria vontade, mas ele de repente se imagina
vê de fora o que está acontecendo. Isso não permite que ele acesse a vida de uma maneira imediata, sempre como se ele estivesse observando ele mesmo de fora. Isso é um dos temas do romance, por isso esse capítulo de introdução. Un des thèmes du roman, c'est le fait d'être observé, de ne pas vivre la vie entièrement, parce qu'à un moment donné, on observe. Et à plusieurs reprises dans le roman, nous allons avoir le personnage principal, Hermano, adolescent ou adulte, qui est dans une situation concrète et tout d'un coup, il arrête comme s'il arrêtait de vivre. Et il y a l'observation qui prend la place. E só para concluir, para responder ela, sim, eu próprio andava de bicicleta e essa descida do Hermano no início do livro é um pouco baseada no tipo de imaginação que eu próprio tinha. Embora a figura do ciclista urbano, que é desenhada, né, no livro, tenha sido inventada. Mas era esse tipo de fantasia que eu próprio tinha quando eu andava de bicicleta durante a infância e a adolescência, e eu quis evocar isso no romance. Pour répondre à la question, c'est pas lui le personnage principal, mais il voulait évoquer les moments où il faisait du vélo, mais aussi où son imagination prenait la route. Avec ce personnage, c'est un garçon qui fait du VTT et on l'appelle le cycliste urbain. Alors c'est un roman très très riche et alors si vous voulez en entendre plus, que malheureusement l'horaire nous presse, et en fait avec Daniel on part immédiatement sur un autre plateau. Il sera question d'une des thématiques centrales du livre, c'est-à-dire la jeunesse, et comment finalement la jeunesse n'est pas toujours le reflet de ce qu'on imagine. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que c'est un livre vertigineux au niveau de son écriture, chant contre chant, chant contre chant tout le temps, et avec des scènes, et je vous indiquerai juste une scène qui est une sorte d'expédition d'un des personnages dans un endroit assez reculé et assez inhospitalier, avec un sac plein de drogue, dont de la datura qu'il va faire infuser. Et je dois dire que ce voyage aux confins de la prise de drogue la plus extrême est particulièrement incroyable. Voilà. Et c'est un livre aussi sur une fuite ratée. Quand on tente de fuir sa vie et qu'on n'y parvient pas, il faut quand même revenir en arrière et essayer de réparer ce qui coince. Voilà, un livre superbe. En tout cas, encore une fois, un plateau magnifique. C'est pas pour faire de l'autocongratulation, mais réunir 4 écrivains de cette qualité, c'est quand même pas si courant. Voilà, donc je rappelle les titres des livres. Hein. Paluche, paru chez Gallimard, donc de Daniel Galera. Le livre de Carla Suarez, La Havane, année zéro. Le livre de Philippe Meyer, Un arrière-goût de rouille, paru chez De Noël. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Celui de Bernardo Carvalho, Ta mère, paru chez Métellier. Voilà, partez vite. Alors, on n'a pas une petite signature pas Daniel, mais les autres vont aller signer leur livre pendant qu'on fait le changement de plateau, puisque nous, on enchaîne encore. Voilà. Merci beaucoup à tous.